Bonjour. Bonjour. Macaron, Petit gâteau, Croissant, toilette, écharpe, Rouge. maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, Abattu. Bâton. Casserole. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Notre invité de cette semaine était professeur de français à l'Université de l'État de Maringá, au Paraná, présidente de l'Association des professeurs de français au Paraná, au Brésil, attachée culturelle de cette même association, propriétaire et gérante d'une librairie. Mère de 2 enfants à l'époque, elle a décidé de tout quitter pour aller avec sa famille vivre son rêve d'habiter en France. Aujourd'hui, Sylvie Roberta Ondzinski est professeure de grande école à Paris et région, école polytechnique. Elle est aussi coordinatrice des enseignements de portugais à normes brésiliennes depuis 2013. Professeure à, attention parce que la liste elle est énorme, Sciences Po, Institut politique de Paris, HEC, Haute Études commerciales de Paris, et ENSTA, donc École nationale supérieure de technique avancée, et dans 2 écoles de langue, ALS et Face à Face. Elle est aussi coordinatrice pédagogique du projet de certification CLPN, BRAS, certificat de langue portugaise pour les affaires, à Chambre de commerce du Brésil en France, CCBF, chargée d'implanter et élaborer la certification de langue portugaise d'affaires normes brésiliennes. Au-delà de tout ça, elle est écrivaine, avec un livre de poésie en route et entrepreneur. Salut, soyez les bienvenus dans notre podcast. Je suis Adrien Louis. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Comme d'habitude, j'ai à côté de moi mon amie, ma camarade Luisa Moraes. Comment ça va, Luisa? Ça va bien, et vous? Très, très bien, merci. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir la Wonderful Woman, là. Elle qui a un CV énorme. Roberta Ondzinski, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Comment ça va, Roberta? Bon dia, bonjour. Je vais bien, oui. Et toi, comment ça va, Adrien? Oui, je vais très, très bien, merci. Bonjour, Luisa, comment ça va? Bonjour, Roberta, un énorme plaisir en fait. Hein? Merci. Enchantée, je suis contente d'être là avec vous deux. Roberta, en fait, normalement, on a une toute première question qu'on pose à tout le monde, tous nos invités, mais avant, j'aimerais savoir, quand est-ce que tu dors? C'est vrai que non, mais j'adore bien. Je fais très attention à ma santé. Hein. Je fais très, très attention à ma santé physique et psychologique. Je pense que ça, c'est un vrai secret. Donc, j'essaie toujours d'avoir du temps pour moi, pour ma famille, pour les fêtes, mais c'est vrai que je travaille beaucoup. Hein. Je ne peux pas nier, je travaille beaucoup. Tout le monde me dit ça. Ouais, parfait. Mais je pense que ça, tous ces soins que tu as avec toi-même, que tu viens de dire, ça nous donne, nous maintient en forme, hein, Et peut-être. c'est peut-être même le secret. Hein. Oui. Ben, c'est bon, hein? Nos auditeurs là, voilà le secret, hein? Oui, oui, il faut, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Oui. Oui, parfait. Bon, la première question en fait qu'on pose d'habitude, c'est Roberta, qui es-tu à la queue de la boulangerie? À la queue de la boulangerie, je suis juste Roberta. Tout simplement, j'ai pas. Vais, quand je vais vers les gens, j'ai toujours une approche simple. Les gens me disaient toujours ça, mais comment ça se fait? Tu fais tellement de choses. Parce que même quand j'étais présidente de l'association à Maringa, à l'association du Paraná, les gens ils disaient, quand tu viens, tu es toujours dans les derniers rangs, tu es toujours discrète, tu es toujours... enfin, tu ne te montres pas. Ça peut être un défaut, ça peut être une qualité.
Mais c'est comme ça. Donc, à la queue de la boulangerie, je suis quelqu'un de discrète. Je suis quelqu'un de un peu timide. Et c'est comme ça. La simplicité de la vie courante. Ah, c'est beau. Oui, Alors, c'est une bonne personne, en fait, pour rencontrer à la queue de la boulangerie, hein. ah oui, oui, tout à fait. Bon, et Roberta, quelle est ton histoire avec la langue française? Parce que, bon, comment ça a commencé, n'est-ce pas, dans ta vie? C'est une passion, hein. Vous voyez, je pense que ça se voit. Tout le monde dit que ça se voit quand je parle du français, quand je parle de la culture, de la langue, ça se voit dans mes yeux, cette passion, et c'est vraiment une passion. Mais ça n'a pas été une passion choisie par moi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai toujours un côté timide, mais quand j'étais jeune, j'étais encore plus timide, mais vraiment la fille qui restait dans sa chambre, qui ne voulait pas sortir. J'étais bien qu'avec les gens que je connaissais. Donc, j'avais des amis, mais il fallait un temps, il fallait que quelqu'un me pousse pour faire des amis. Donc, quand j'avais 14 ans, mon frère, il travaillait à l'Institut des langues de l'Université de Maringa, là où j'étais prof après. Et les Français, c'était une lutte comme toujours, comme les Portugais en France d'ailleurs. Il y avait pas, c'était très difficile de former un groupe. Et lui, comme il était secrétaire, la prof de français a dit, tu connais pas quelqu'un qui puisse venir pour qu'on puisse former un groupe, tes amis, ta famille? Et il a dit, ah ben, j'ai une sœur, mais je pense pas qu'elle va vouloir. Enfin, j'ai pu lui poser la question, mais on verra bien. Et elle a dit, et donc voilà. Et puis, il est arrivé à la maison, il m'a dit, tu ne veux pas étudier le français? Tu aimes bien les langues? J'ai dit, oui, j'aime bien les langues, je trouve très beau ça, mais étudier le français, je n'ai jamais pensé. Il a dit, non, mais on a besoin des élèves pour former un groupe, sinon les groupes, ça ne s'ouvre pas et c'est bien dommage. Et j'ai dit, ah, non, mais les parents, ils ne vont pas avoir d'argent pour payer. C'était vrai, mes parents, ils ont eu beaucoup d'enfants, donc j'ai dit, non, ils ne vont pas avoir d'argent. Il a dit, ah non, mais comme je travaille là-bas, j'ai une remise. Il avait une remise et il a dit, et moi, je paye ton cours de français. J'ai dit, ah bon, mais je ne sais pas parce que je ne pense pas que je veux. Et il a dit, non, mais il a insisté. Et j'ai dit, donc finalement, si tu viens avec moi, j'ai dit, parce que j'étais très timide là, imaginez une nouvelle situation pour moi, c'était difficile. Donc, tous les ans pour la rentrée, j'étais angoissée parce que c'était une nouvelle situation. Donc, j'ai dit, mais je vais donc, mais si tu viens avec moi. Et il a triché, il a dit qu'il venait avec moi. Il a triché avec sa chef et la prof. Et il a été avec moi les 10 premières minutes. Et après, il y a l'autre secrétaire qui frappe à la porte et dit, ah, j'ai besoin de toi pour résoudre un problème et tout. Il est parti, il n'est plus jamais remis les pieds dans la salle d'école. Et moi, comme j'étais trop timide, j'avais honte de partir et de quitter les groupes parce que j'avais honte de commencer, mais j'avais encore plus honte d'arrêter quelque chose que j'avais commencé. Donc, je suis allée jusqu'au bout. Je suis tombée amoureuse de cette langue. Et à l'université, quand je suis allée faire les vestibulaires, je voulais faire psychologie au dernier moment parce qu'il y avait un peu de maths en psychologie, je n'ai pas voulu. C'était même pas des maths, c'était des statistiques, mais je détestais. Je n'ai pas voulu, j'ai choisi lettres. Et en arrivant à la maison, ma maman a dit, voilà, tu t'es inscrite? J'ai dit oui. En psychologie, j'ai dit non, en lettres. Elle a dit, mais qu'est-ce que s'est passé? Ouais. Et à partir de cela, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, en fait. Ça n'a pas été très programmé parce que je disais toujours que la dernière chose que je serais dans ma vie, c'était professeur ou avocate.
Et finalement, j'ai été professeure presque toute ma vie. Ah, Ouais, ah, c'est cool. Et tu avais quel âge là quand tu as commencé à faire 14 ce ans. cours-là de français? 14 ans. J'avais 14 ans, oui. Ah, wow. Donc, c'était mes deux frères juste au-dessus de moi. Il y a Eder, celui-là qui m'a payé les cours de français pendant 2 ans après. Et j'avais l'autre frère juste au-dessus de lui, Eros, qui m'a payé aussi 2 ans de cours de guitare. Mais la guitare, je laissé un peu tomber. Quoique j'aime la musique, je chante faux, mais je joue très bien du tambourin. ah. Je suis pagodera. Parfait. Et comment ton frère, celui-là qui t'a poussé à étudier français, comment il a réagi quand tu es parti à habiter en France et tout ça? Ah, il est très content et je lui dis toujours ça, je dois toi, hein, parce que si ce n'était pas ça, je n'allais pas être là aujourd'hui. Oui, Ça, c'est vrai, hein. il est venu me voir, ça fait 3-4 ans, je pense. C'est génial, hein? C'est bien. Oui, Ouais, c'est très cool en fait, oui, très tout très à cool. fait. Et Ouais. quand tu es arrivé à la fac lettres, il y avait la possibilité d'étudier le français là-bas comme formation, comme licence, Où ça? à la fac lettres dans l'université. Ah oui, après, j'ai fait lettres et il y avait les français. Donc, c'est là que j'ai pris beaucoup plus de temps pour finir mon cours de lettres parce qu'en fait, les français, ils débutaient et on devait suivre et pas exactement les cours comme il fallait, hein. Donc, il y avait des semestres qui j'avais, c'était pas semestre, il y avait des semestres que j'avais presque pas de cours juste pour prendre les français. C'était un peu compliqué, mais j'ai fini par faire et par m'adapter très bien et par tomber amoureuse de cette langue. C'est une langue belle. Oui, et on sait que bon, on a commencé déjà par la fin de l'histoire, hein, que tu es allé habiter en France, mais est-ce que avant d'aller habiter en France, vraiment, tu étais déjà allé en France? Tu avais déjà visité le pays? Pas? J'étais venue une fois. La première fois que je suis venue en France, c'était pour quelque chose qui s'appelle JMJ. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. JMJ, Journée Mondial, jeunesse, des choses Journée comme mondiale de la jeunesse. Voilà. Ah oui, j'ai déjà entendu parler. Ouais. J'avais mélangé les français et les portugais. oui. À l'époque, j'étais très active à l'Église catholique. J'ai participé d'un mouvement qui s'appelle Renouveau charismatique catholique. Et donc, je suis venue voir les papes à Jean-Paul II à Paris. Donc, on a fait ça. Et après ces 11 jours, en fait, la première ville que je suis allée en France, c'était Paray-le-Monial, pas très loin de Lyon non plus. Et après 3 jours à Paray-le-Monial, Paris. Après Paris, avec un groupe d'amis qui a voyagé avec moi, on est parti faire un tour à Rome et en Suisse. Donc, c'était mon premier contact avec la France. Après cela, pendant les GMJ, j'ai connu un frère de la communauté de béatitude en Belgique. Et avec mon mari, surtout mon mari, à l'époque, les papas de mes enfants, ils voulaient toujours habiter dans une communauté catholique. Donc, j'ai dit, je ne voulais pas trop, mais j'ai dit, si c'est en Belgique, pourquoi pas? Et donc, on est parti habiter en Belgique. C'est là où mes enfants ont eu donc les contacts avec les Français pour la première fois. Ils étaient petits avec Henrique et Danilo, mes deux plus grands, et ils ont passé des bons moments là-bas.
Et après cela, l'année d'après, je suis venue faire 1 mois de formation en linguistique à Besançon. Parce que Besançon, il y a un grand centre linguistique, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le centre linguistique de la France, on peut Oui, dire c'est ça. Il y a très d'autres qui célèbre. vont pas être contents, mais bon, c'est vraiment une référence. Oui. Et donc, j'ai passé 1 mois à Besançon, dans ce centre, à l'université pour faire une formation linguistique. Wow. Donc, plusieurs reprises hein, que tu, 3 fois, oui. 3 fois hein? en Mhm. France. 3 fois, oui. 3 fois en France, parce que quand j'ai vécu en Belgique, je suis venue en France un peu aussi. Mais bon, Oui, ah, c'est cool. Et tu as dit que, bon, tu as une passion, n'est-ce pas, au début enfin, de notre conversation, tu as dit que tu as une passion, n'est-ce pas, pour la culture et la France. Et tu penses que cette passion, ça vient du moment où tu as commencé à étudier la langue française ou pas? Ou ça a été avec la ville, enfin, les habitudes? je pense que c'est parce que j'ai commencé à étudier, mais il y a eu aussi mon père qui aimait Charles Aznavour, qui écoutait Charles Aznavour et qui lisait Anatole France. Donc, peut-être, je ne peux pas dire, mais j'ai grandi en écoutant mon père parler d'Anatole France, des belles choses de Paris, les belles chansons de Paris, les pauvres de Paris. Il y a une chanson, Os pobres de Paris. C'est très... de De l'époque Charles de mon père. Aznavour? Non. Non, ça c'est en portugais même. Ah oui. Et à l'époque de mon père, il y avait ça. Donc, j'ai grandi un petit peu en écoutant des choses comme ça de Charles Aznavour. Et je ne savais pas trop ce que c'était, mais bon, après. Et j'ai trouvé aussi, ceux qu'ils disent. Il y en a plein qui disent au Brésil que la langue est romantique. Donc, j'ai trouvé peut-être la beauté là-dessus. Ah Mais, ouais. mais pour venir en France, je ne sais pas si j'ai dit tout de suite ou après, mais pour venir en France, c'était la passion, oui, mais c'était surtout par idéologie que je suis venue. Ah, Par idéologie? Oui, par idéologie. raconte-nous. Laquelle? Donc, c'était par idéologie parce que quand j'étais prof à l'université, j'ai toujours été à l'université de Maringa, donc j'ai fait mes études. L'université, c'était aussi dans mon cœur et j'ai commencé à travailler là-bas 1 an après que ma graduation. Donc, à cette époque-là, la dictature était tombée. Donc, moi, j'ai voté à 18 ans, j'ai voté pour les premiers présidents du Brésil. Donc, c'était en 86. Hein. Et donc, moi, j'ai vécu cette lutte contre la dictature. Après, à l'université, et quand j'ai commencé à être prof, donc c'était les premières années sans la dictature. Et ils avaient remis dans l'université les cours de sociologie. Et juste après, les cours de philosophie. Donc, les cours de philosophie, c'était tout nouveau, sociologie aussi, mais et ils faisaient des événements. Et moi, j'allais les aider un petit peu pour que ça revive toute cette partie. Donc, j'ai des amis là-bas. Donc, là, il y a une revue qui s'appelle REA, Revista Espaço Acadêmico, Revue de l'Espace Académique. Et avec cette revue, la personne qui a créé cette revue s'appelle Osaï, professeur Osaï, et je l'ai connu dans des événements comme ça et on est devenus amis jusqu'à aujourd'hui.
Et lui, il était devant la fac de sociologie et il aidait aussi à monter la fac de philosophie. Le grand problème de la fac de philosophie, c'est qu'on n'avait pas de philosophes au Brésil parce qu'ils avaient tout enlevé pendant la dictature. Ah, Donc non. ça, comment faire une fac de philosophie si on n'a pas de philosophe? Ah, Ce qui s'est passé, c'était que les prêtres, ils faisaient cours. Et ce n'était pas idéal ni pour la philosophie ni pour les prêtres. Moi comme je vous ai dit, j'étais dans l'église catholique, donc je connaissais les prêtres, je connaissais la philosophie. Et ça ne marchait pas pour aucun des deux parce que ce n'est pas l'idéal. Et donc, là, ça m'est venu l'idée. Et si je partais en France, étudier de la philosophie, moi, j'ai fait des études en philosophie en France. Et après, j'ai rentré au Brésil pour être prof. Sauf que je suis partie, je suis venue en France et je ne suis plus jamais retournée là-bas parce que dû à beaucoup de choses. Hein. C'est pas une chose. Comme aussi, c'est pas que pour un motif qu'on part du pays pour définitivement. ouais. Mais donc, il y a eu beaucoup de choses. Mais les plus fortes, c'était l'idéologie en premier, la passion des yeux. Enfin, après, beaucoup de petites choses que je voulais donner à mes enfants, financièrement, culturellement, intellectuellement, parce que le Brésil, c'est un pays très bon, il y a des très bonnes écoles, mais il faut avoir de l'argent, il faut pouvoir payer, sinon on galère trop. Moi, j'étais professeure, j'avais des bons postes, mais c'était la galère. Je ne pouvais pas mettre mes enfants dans une école de langue. C'était très compliqué. Donc, et ici, tu as tout ça dans la même paquet. À l'école, tu apprends les langues, tu apprends les sports, la natation, enfin tout. J'ai rêvé un peu de ça aussi pour mes enfants. Et j'ai réussi. Ah, parfait. C'est drôle parce qu'on peut imaginer, en fait, bon, je pense que seulement les gens qui ont vécu ces moments de la dictature qui savent vraiment comment était hein, tout. Hein. Mais en ce moment au Brésil, malheureusement, on vit une menace des dictatures. Hein. Oui. Ça fait Oui. 3 ans qu'on est sous cette menace des dictatures. Et moi, j'ai fait presque ta route aussi. Hein. Je vais partir habiter en France, dans un pays avec une démocratie plus fiable, hein, si je peux dire. Oui. Donc, je peux imaginer, c'est pas la même chose, je pense, mais je peux imaginer un peu ce que tu sentais hein, à ce moment-là. Oui. Et oui, parfois on pense peut-être que ça fait un chemin enfin, on retrocède un petit peu, on revient sur nos pas. Enfin, c'est compliqué, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce que c'est différent. Oui, c'est vraiment différent. À l'époque, c'était une belle lutte. C'était très bien à l'époque. Et on a bien réussi. Toutes les universités de sociologie que je vois aujourd'hui, je dis, j'étais là, j'ai vu tout ça être créé, j'ai vu et ça marche. Et voilà, ça marche. Hein. Et c'est pour ça en fait, on doit remercier votre génération hein, qui a réussi à faire ces tours-là. Oui, de ce côté-là, oui, c'était, Euh, oui. et aussi nous inspirer, je pense, hein, parce que maintenant, Ah c'est ouais. notre foi de ne pas laisser Ouais. qu'on nous arrache tout ce que vous avez conquéri, hein, en fait. Ah ouais, tout à fait. Et là, ça change, hein, parce que notre génération, n'est-ce pas, je sais pas, on est un peu, je pense qu'un peu perdu, n'est-ce pas, parce qu'on est toujours connecté, mais il n'y a pas vraiment un lien, n'est-ce pas. Bon, bien sûr, on fait des manifestations et tout ça, mais quelquefois, je sens que on parle en,
on ne fait pas. Non, je pense qu'on pourrait faire plus. Ouais. On pourrait vraiment joindre des forces et tout ça. Et, voilà, Et c'est ça penser en quelque chose. organisation, vraiment. Hein. Oui, tout à Je fait. sais, Des oui, stratégies. Ouais. oui, mais après, je sais pas. On a vécu aussi 30 ans de dictature, presque 40 ans de dictature. Donc, enfin, pas moi, mais, mais là, c'était différent. Il fallait faire quelque chose. Enfin, on dit ça, on a vécu presque 40 ans de dictature, mais si on voit l'histoire, c'est beaucoup plus que ça, avec Getúlio Vargas, avec, Ah, enfin, tout, c'est arrivé un moment où il fallait vraiment faire quelque chose. Donc, ça n'a pas été préparé du jour au lendemain. ah ouais, C'est, c'est ça. c'est pas tout à fait comme maintenant en français. Mais Ouais. Donc, j'espère que maintenant, on ne va pas tarder 40 ans, hein, mon Dieu. Oh là là. Ouais. L'année prochaine, c'est ma limite, en limite que j'ai. oui. Oui, oui. Mais Mais bon, alors, Roberta, comment... Pardon, Adrien? non, non, j'avais justement posé cette question-là. Oui. Et alors, on voudrait savoir comment était cette adaptation en France? Donc, et surtout avec des enfants, hein. Bon, moi, je suis Oui, mère et je sais que c'est pas du tout facile, n'est-ce pas? Et surtout quand on voyage, enfin, un changement, enfin, de cette taille, n'est-ce pas? Je sais pas si on peut dire ça en français. Mais c'est énorme, quoi. Ouais, donc, comment ça a été ça, cette adaptation? j'ai été un peu folle. J'ai tout quitté. J'ai dit non, je prends ma démission et je vais faire des études là-bas. Une chose, déjà, comme on dit, des astuces aux gens, c'est très différent de venir faire des études comment on dit, avec une bourse, par échange et tout. Donc, c'est très différent de venir comme ça et de venir follement comme je suis venue. Donc, je voyais que ça allait être très compliqué pour moi de continuer mes études au Brésil parce que j'étais dans un département où il fallait attendre que quelqu'un au-dessus de moi fasse son mestrade ou sa maîtrise. Oui, Ouais. c'est la même chose. Son master aujourd'hui. Ça change de nom tout le temps. Donc, qu'il fasse pendant 5 ans après que j'ai. Enfin, ça allait prendre, j'ai fait les comptes, ça allait prendre un temps énorme. J'ai dit non, je vais prendre des missions et je vais partir comme ça. Quand je suis venue, il y avait une des personnes qui est venue avec moi qui est restée comme au père. Et je lui ai dit, j'ai toujours envie d'y aller. Si tu as quelque chose, tu me dis. Mais à l'époque, mon fils était petit encore. Danilo était trop petit. J'ai dit non, je ne peux pas le laisser. Donc, il faut qu'il grandisse un peu. Et il avait, je pense que 4 ans, quand elle m'a dit, voilà, il y a besoin de quelqu'un ici comme au père, si tu veux venir, je t'inscris à l'université, enfin, on fait tout ce qu'il faut faire et tu viens. Et dans un premier temps, peut-être il fallait laisser les enfants. Moi, j'étais un peu dubitative, mais j'ai dit oui, d'accord. Enfin, j'ai discuté avec leur papa et on a dit oui. Mais au dernier moment, mon cœur de maman disait non, 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 non. Et j'ai dit non, ils viennent avec moi et on va réussir à avoir ce visa là-bas. Mais ça a été une souffrance énorme parce qu'ils sont venus et ils avaient le droit de rester 3 mois. Donc, j'avais des amis, on restait un temps chez quelques-uns, un temps chez quelques autres pendant ces 3 mois et on n'a pas réussi à avoir le visa et ils ont dû rentrer. Quand ils ont dû rentrer, je me suis dit, je vais rentrer aussi. Mais le papa, il a dit non, tu ne peux pas rentrer parce que lui aussi, il avait démissionné. Il a dit, si on rentre, on va être les deux au chômage au Brésil.
Et si tu restes, au moins, tu as ton boulot et tu vas faire tes études. Et moi, là-bas, je vais chercher un boulot et j'ai dit, bon, d'accord, mais je donne 1 an. Et pendant cette année-là, j'ai cherché du boulot. Pour lui, c'était horrible. Il est comptable. J'ai cherché du boulot, mais j'ai cherché tous les boulots, pas seulement comme comptable, surtout parce qu'il ne parlait pas la langue. Donc, c'était une expérience douloureuse d'aller faire une interview pour quelqu'un d'autre. C'est déjà que c'est pas facile de faire une interview pour soi-même, pour trouver du boulot pour soi-même. Ouais. Faire pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment douloureux. Mais j'ai survécu et finalement, j'ai trouvé un boulot pour lui et c'était très bien. Et tu avais quel âge quand tu as décidé de faire tout ça, de tout changer? À cette époque-là, j'avais 34 ans. Ouais, voilà. C'est du courage, hein? Du Oui, courage. alors Adrien, tu as du temps, n'est-ce pas, pour réfléchir. L'année prochaine, c'est la date limite, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est impressionnant, je pense, cette force d'aller Après, il y a retourner. eu tous ces problèmes. Après, il y a eu les problèmes des enfants qui sont restés là-bas parce que quand le papa est venu, il n'y a pas eu le visa des enfants. C'était une erreur. Et j'ai dû aller attendre avec eux 4 mois. Donc, c'était une période très traumatisante parce que une angoisse incroyable. Aussi pour les papas qui est venu sans parler la langue, enfin, c'était très compliqué. Et après, quand on est arrivé ici, j'ai finalement réussi à amener les enfants. C'était toujours dans la même maison que les papas habitent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pour l'adaptation, je vais parler un petit peu de l'adaptation des enfants. Avec mes enfants, j'ai toujours parlé français depuis les ventres, en fait. Je leur parlais français. Et quand c'est arrivé à un certain âge, ils ne voulaient pas trop au Brésil parce qu'ils étaient un peu gênés. Pardon. Mais bon, Il ne voulait pas retourner au Brésil ou habiter au Brésil déjà? Non, ils ne voulaient pas parler français au Brésil. Ah, Parce qu'il y avait les amis, parce qu'il y avait la famille. Et je me rappelle une fois, Enrique, il est venu, il était petit, je ne sais pas, avant 7 ans, parce que quand il avait 7 ans, on est parti en Belgique, donc c'était avant ça. Mais je ne sais pas exactement quel âge, et il m'a dit, maman, j'aime pas quand tu me parles en français. Et j'ai dit, bon, d'accord, on va régler ça, parce que tu as tout à fait le droit de ne pas aimer que je te parle en français. Sauf que moi aussi, j'ai le droit d'aimer de parler français. Donc, pour trouver un équilibre, on va faire comme ça. Je continue à te parler français, mais toi, tu n'es plus obligé de me répondre en français. Il a réfléchi comme ça, il a dit, d'accord. Et plus jamais eu de problèmes là-dessus. Et quand ils sont arrivés à l'école, ici, quand ils ont commencé l'école en France, et il a dit, mais maman, il y a des choses que je ne sais pas comment je comprends. Parce que je vais là-bas, je comprends. J'ai dit, non, je ne parle pas français et tout. Mais il me parle et je comprends. Et ça se fait qu'ils sont bilingues. C'est ce que j'ai dit toujours. Mes enfants, bon, Alexandre, OK, il est né ici, mais il aurait pu ne pas parler très bien le portugais aussi parce qu'il a des amis qui sont nés ici, qui parlent très bien le français, des parents brésiliens qui ne parlent pas très bien le portugais. Mais donc, ils sont complètement bilingues. Français, portugais, mes 3 enfants. Donc, et les avec, 3, ils sont nés au Brésil? non, 2 sont nés au Brésil et le 3e est né ici. Ah oui. et avec Alexandre, le troisième, tu as fait le contraire?
Tu as parlé en portugais avec lui Oui, toujours? à la maison, qu'en portugais. Et ça, même Henrique et Danilo, ils disaient, les plus grands, ils disaient, normalement, la langue à la maison, c'est portugais parce que sinon, Alexandre, il ne va pas, il va pas parler portugais. Tout le monde voulait qu'il parle, qu'il soit bilingue. Et Ah, c'est parfait. c'était beau de voir parce qu'ils ont un grand écart, hein, Danilo, Alexandre, c'est 10 ans d'écart. Donc, Ouais. mais ils sont très unis, ils sont très ensemble tout le Mais temps. c'est bon qu'ils ont été prenants pour ces jeux, hein, de parler portugais. Tout le monde parlait portugais à la Oui, maison pour que leurs frères apprenaient à parler portugais, hein, leur langue oui, maternelle, même s'ils pour n'étaient pas. que et c'était à une époque ça faisait un peu bizarre, je regardais parce que Enrique et Danilo entre eux, ils se parlaient beaucoup en français. Parce qu'ils étaient adolescents, ils parlaient français tout le temps avec les copains, et entre eux, ils se parlaient en français. Et quand ils parlaient à Alexandre, ils parlaient en portugais. Oh, Ah, c'est Mais parfait. c'est ouais, passé cette ouais. phase. Maintenant, tout le monde parle, tout le monde mélange. Enfin, à la maison, on n'y pense plus. On parle français, on parle portugais, on parle... Ouais. Parce que là, il n'y a plus besoin. Jusqu'à ce qu'ils viennent les petits-enfants. Oui, voilà. Et ça recommence. Et ça recommence, oui. Le cycle de la vie. Ouais. Ah, c'est très belle, en fait, une histoire, hein. Euh, et c'est beau de voir, j'imagine à ta place, hein, de voir tout ça aujourd'hui, hein, après toutes les difficultés et tout que tu as passé. Aujourd'hui, tu peux voir et raconter ces histoires. Je pense que euh, Oui. c'est bon même, hein, tu peux me Oui, c'est régaler. la phrase que je répète toujours, c'était la pire année de ma vie parce que j'ai dû me séparer de mes enfants. C'était traumatisant, c'était vraiment une des pires années de ma vie. Mais c'était la meilleure chose que j'ai faite. Je ne regrette rien, comme dit Edith Piaf. Piaf, oui. Je ne regrette rien. Ça a été vraiment la meilleure chose que j'ai faite parce que j'ai réussi à donner à mes enfants ce que je voulais. Parfait. J'ai élevé mes enfants très libres. Une fois, j'ai dit, je pense qu'ils sont même trop libres. Et après, je me suis posé la question, est-ce que ça existe, cela, trop libre? Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. En tout cas, je suis contente. Je suis contente en plusieurs sens, en fait. Parce qu'au Brésil, je n'aurais pas réussi à donner tout ça, à donner tout ce que j'ai donné. C'est, comme j'ai dit, le Brésil, c'est un très bon pays. Quand tu vis seul, quand tu n'as pas d'enfants et quand il ne faut pas payer l'école, c'est trop difficile. Ou que tu payes, mais il faut vraiment avoir un bon emploi, de l'argent, parce que sinon, c'est très compliqué. Oui, tout à fait. Bon, maintenant, je me pose la question parce que c'est vraiment une expérience différente en naître dans un pays et puis aller habiter dans un autre. Tu sais, bon, en fait, je pense que c'est peut-être un épisode pour parler avec tes enfants, mais ils se sentent super brésiliens ou super français. Comment c'est ce côté-là d'être un immigrant, n'est-ce pas? Mais bon, mais ils maîtrisent super bien la langue, donc je pense que bien sûr, ils sont super, super adaptés, n'est-ce pas? Oui, mais ils se sentent brésiliens. Ils se sentent brésiliens, complètement brésiliens. Et ils sont français aussi, mais ils se sentent brésiliens. Et Alexandre, qui est né ici, il se sent un petit peu les deux. Et ça se voit que même s'il n'a jamais vécu au Brésil, il se sent aussi brésilien et français parce qu'il est né ici. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de un peu bizarre parce qu'Alexandre, surtout,
ça c'est quelque chose que les gens peut-être ne savent pas. Les immigrants brésiliens, enfin, n'importe quel immigrant en France, quand ils ont un enfant, enfin, Alexandre, il a été apatride jusqu'à ce qu'il a eu la nationalité. Il était assez grand déjà. Et donc, il a vécu plusieurs années apatride. Il avait droit à avoir les passeports brésiliens, l'acte de naissance brésilien, enfin, français que j'ai transcrit en portugais, donc au Brésil. Donc, c'est la même chose qu'un acte de naissance. Mais il n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas la nationalité brésilienne. Et il a que la nationalité française, mais voilà, il se sent complètement brésilien. Oui, c'est ça que j'allais demander s'il a eu. Je pense que c'est à partir de 16 ans, non? 18 ans, mais s'il a vécu 5 ans au Brésil, enfin, je pense. Je ne sais pas s'il y aura une nouvelle loi qui fasse... mais je ne sais pas. Mais il ne peut pas, il ne pourra pas, je pense. Et c'est un peu compliqué aussi. J'ai eu une amie qui était brésilienne et qui était avec un Français. Elle est tombée enceinte du Français, de son copain. Et après, il a fallu qu'il se marie parce que sinon, son nom, ça ne pourrait pas apparaître sur l'acte de naissance. Wow! Quel est le nom du père en français? C'est vraiment une loi un peu bizarre. Ah ouais, je ne sais pas comment ça marche au Brésil, mais en France, c'est comme ça. Donc, c'est bizarre, mais moi non plus, je ne sais pas comment ça marche au Brésil. Peut-être c'est la même chose, hein. Mais c'est bizarre quand même. Ah ouais. Oui. Donc, elle a dit, elle ne voulait pas se marier, mais elle a dit non, là, il va falloir. Parce que moi, je ne peux pas admettre que ma fille, mes enfants, n'aient pas mon nom sur l'acte de naissance. Tu vois? Ah ouais, tout à fait. Mon Dieu. Ça apparaît comme mère étrangère. Comme on mettait... Comme on met au Brésil, je pense que c'est inconnu, non? Mais c'est étonnant, quand il y a le père ou la mère qui... Enfin, en France, ça apparaît comme mère étrangère. Ça n'apparaît pas le nom du tout. C'est étonnant. C'est vraiment bizarre. Ouais. Mais bon, Roberta, nous sommes là avec toi, avec toute cette histoire incroyable. Enfin, tu sais, n'est-ce pas, bon, tu fais beaucoup de choses, enfin, beaucoup de travail différent. Et on parle à part le côté papier et le côté enfant. Donc, on va faire un épisode peut-être avec l'un de tes enfants. Oui. On peut faire avec les trois, hein, ensemble. Ah oui, avec les trois, hein, ça serait super. C'est vrai, ça pourrait être une bonne idée. Oui. Oui, et quand on va parler avec Alexandre, on va parler toujours en portugais avec lui. Mais à part tout ce côté-là, bon, aujourd'hui, tu es prof de portugais en France. Et comment c'est ton travail exactement, hein? Parle-nous un petit peu de ton boulot et de comment ça marche. Oui, donc oui, pour travailler, j'ai eu des années. C'est très difficile. Ça, c'est quelque chose qui est important à dire pour les gens qui veulent venir. Si on n'a pas la nationalité, c'est très difficile d'avoir un boulot. Donc, je suis venue comme au pair. J'ai réussi à travailler comme au pair, mais il fallait faire des études en même temps. Donc, après ça, j'ai travaillé. J'ai réussi à avoir un visa que j'avais droit à travailler. Donc, mais ça, c'était après tous les papiers de mon mari et par lui, j'ai eu le droit de travailler. Donc, j'ai commencé... comment j'ai fait? Attendez. Oui, j'avais un visa qui avait le droit de travailler. Même après la séparation, j'ai eu le droit de garder parce que j'avais les enfants et tout. Donc, j'ai continué à avoir ces droits. J'avais un visa de 10 ans. Après ça, j'ai commencé à travailler comme surveillante dans une école, ZEP, un collège ZEP.
Collège ZEP, c'est zone d'éducation prioritaire. Ça ne s'appelle plus comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Ça a changé il y a 3-4 ans. Mais c'était zone sensible, qu'ils disent. Là où il y a les élèves que personne ne veut dans d'autres écoles, ils envoient dans des collèges comme ça. École ou collège ou lycée. Ça a été trop difficile parce que les élèves ne sont pas faciles du tout. Et après cela, je suis partie à travailler dans une autre école, plus à côté de chez moi, ici à Chatou. Et j'ai travaillé pendant 3 ans là comme surveillante, mais aussi dans la partie administrative. J'avais mon bureau. Ça s'appelle responsable des niveaux. Et j'étais responsable des niveaux première, qui c'est au lycée, qui c'est équivalent à c'est deuxième année deuxième année du ensino médio. Donc voilà. Là, j'ai connu comment ça marchait l'éducation nationale, parce que je connaissais que par mes enfants, mais je connaissais pas la chose de l'autre côté. Donc là, j'ai connu comment ça marchait et j'ai commencé à chercher du boulot de portugais, des profs de portugais. Parce que la philosophie, j'ai fait par idéologie, mais j'ai pas aimé, je voulais pas être prof de philo. J'ai fait une erreur d'avoir fait des études en philo parce que déjà dans une langue étrangère, c'est pas évident. Bon, et j'étais pas graduée en philosophie. J'ai réussi, mais c'était avec beaucoup d'efforts. Et donc, je voulais pas travailler avec la philosophie. J'ai cherché en portugais et j'ai réussi à avoir quelques heures. Et après cela, j'ai commencé à être connue. Les gens trouvaient bizarre mon histoire. Laisser presque 10 ans d'enseignement supérieur au Brésil et venir faire cours au collège, au lycée ici. Donc, les gens ont commencé à me connaître comme ça. Et c'est là que les responsables généraux de l'Académie de Versailles, de l'enseignement de portugais, a vu mon CV une fois et il a dit, ah, voilà, elle a de l'expérience dans les supérieurs, ça pourrait intéresser. Et quand j'ai eu l'opportunité, il y a quelqu'un qui a demandé, il a dit, ah ben voilà. Et il m'a contacté, mais je ne les connaissais pas, je ne savais pas. Mais comme c'était un cas atypique, et c'était un assez bon CV aussi. Donc ça c'était curieux. Les gens disaient, c'est curieux ça. Et c'est comme ça que je suis entrée dans les grandes écoles. Et j'ai monté les cours de portugais à l'école polytechnique. Je vais parler vite fait de la différence entre université et grandes écoles. Donc, la différence entre grandes écoles et universités, la première grande différence, c'est que c'est les côtés politiques. Enfin, il y a plusieurs différences. J'ai choisi, j'ai fait un plan ici, je ne vais pas lire, mais je vais juste suivre pour ne pas me perdre, pour aller plus vite. Donc voilà, je vais parler des grandes écoles. Bon, j'ai choisi trois différences parce qu'il y en a plein, mais que je pense que ce sont très importantes. La première, c'est les parcours. Dans chaque grande école ou université, bon, ils ont des parcours évidemment un peu similaires, des supérieurs, mais les grandes écoles, elles sont beaucoup plus concentrées à former l'élite du gouvernement, par exemple, ou l'élite des entreprises. Donc, et tout ce qui, les gens, les directeurs, les CEO, les directeurs des entreprises, ils sont normalement formés dans les grandes écoles. Et les politiciens, par exemple, Sciences Po, où j'ai fait cours à Paris,
Celle-là, c'est sciences politiques, donc c'est une école des politiques. Et c'est là où les gens, comment dire, les fils des rois, par exemple, ils viennent faire des études ici, les fils des rois d'Espagne, de partout dans le monde. Et ils viennent se former à Sciences Po. École polytechnique, il y a plutôt des ingénieurs. C'est une école où ils apprennent à faire des fusées, à faire donc les prix Nobel des physiques dès l'année 2019, je pense, est un polytechnicien. Donc, c'est de ce côté-là. Ce sont HEC, c'est une école de commerce. Insta aussi, c'est ingénieur comme polytechnique à peu près. Et maintenant, ils ont même formé l'Institut polytechnique, qui regroupe plusieurs grandes écoles et aussi universités du plateau de Saclay, qu'ils appellent. C'est une région à côté de Paris. Donc, voilà. Et l'école des commerces, donc à HEC. Il y a d'autres. Hein. Il y a école des mines, plusieurs autres qui sont des grandes écoles comme ça et qui forment des gens plus spécifiquement pour des grands postes comme ça. Cela ne veut pas dire que les gens qui sont formés dans des universités ne soient pas dans des grands postes, hein, mais c'est beaucoup moins, en fait. Les universités, elles sont beaucoup plus tournées vers la recherche, beaucoup plus vers la politique dans le sens de... Vous voyez, quand il y a eu toutes les grandes manifs et tout, c'est toujours dans les universités. Jean-Paul Sartre à la Sorbonne, les grands écrivains, ça, c'est plutôt une caractéristique des universités. Donc, ça, c'est la première différence. L'idéologie, donc, dans ce sens d'être un lieu politique, comme on dit pour les universités. En étant plus politiques, elles sont par conséquent plus libres, donc laxistes. Par exemple, cela veut dire concrètement, dans une université, les gens normalement ne font pas l'appel. L'élève, il peut arriver, sortir, et parfois les professeurs ne savent même pas qui il est, ne connaît même pas très bien son nom, son prénom. Et donc, il faut qu'il se débrouille un peu seul dans les universités. Par contre, c'est différent du Brésil. Hein. Par contre, dans une grande école, ils exigent la présence des élèves. Donc, l'appel s'est fait tous les jours en début de cours. Ça peut être fait à la fin, mais normalement, au début. Et donc, on fait l'appel, on sait que l'élève est là. S'il n'est pas là, on signale à la direction et la direction va voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est absent, il y a un nombre d'absences, enfin. Ça, c'est juste un exemple pour montrer qu'ils sont vraiment suivis dans les grandes écoles. Et ils sont suivis aussi après qu'ils sortent de la grande école, ils l'aident pour trouver un boulot et parfois même après parce qu'ils forment des groupes des anciens de l'école polytechnique, les anciens de Sciences Po, les anciens de HEC et ils gardent les contacts et ils s'entraident. Et cela n'existe pas dans les universités. Donc ça, c'est un type... l'idéologie dans les universités, c'est beaucoup plus laxiste. Et un dernier point que je cite toujours, c'est le dernier mais n'est pas le moins important, c'est l'investissement. Donc, les grandes écoles, on dépense entre 7 000 et 12 000 euros par an
pendant que les universités, c'est gratuit pour ceux qui ont une bourse et c'est autour de 170 € pour une licence, 245 pour un master, 380 pour un doctorat par an. Donc, beaucoup plus accessible. Quoique, les grandes écoles, on dit qu'elles sont élitistes, enfin, c'est l'élite. Il y a des projets pour justement dans des lycées, des zones sensibles, comme ils disent, pour qu'ils puissent accéder aux grandes écoles. Pour accéder, c'est un concours, mais aussi par les notes qu'ils ont eues. Et ces concours, par exemple, on a des accords, comme par exemple avec l'USP au Brésil, aussi ITA, Institut, oui, les plus proches au Brésil, c'est ITA, Institut, j'ai oublié comment, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ah ouais, oui, oui. Institut de technologie de l'aéronautique, oui. Donc, les plus proches, c'est IT. C'est le seul que je connais au Brésil. Peut-être il y a d'autres, mais ce n'est pas très connu internationalement non plus. Donc, nous avons des élèves qui viennent de IT, qui viennent de USP, et nous avons aussi un accord avec l'Université de Rio de Janeiro, la Fédérale du Rio de Janeiro, la Fédérale de Rio de Janeiro, mais il n'y a pas beaucoup d'élèves qui viennent de Rio, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, donc il y a cet accord, ils ont une bourse, donc c'est accessible, c'est beaucoup plus accessible pour les étrangers que pour les Français, hein, je pense, parce que je vois toujours, ça c'est mon expérience, je vois toujours les étrangers, ils ont des bourses. Les Français, ils ont des bourses aussi, mais la sélection, elle est faite plus rigidement. Et donc, il y a ces programmes d'une plus grande accessibilité. C'est un projet qu'ils veulent que les gens puissent avoir plus accès aux grandes écoles. Je ne sais pas si ça va marcher. Après, Sciences Po, par exemple, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai vu, il y a une discussion, c'est tout nouveau, ça sort du four. Il y a une discussion les gens ne sont pas contents parce qu'ils ont dit qu'ils arrêtent les concours et ils font que par les notes. Et là, il y aura une différence entre les équivalences des pays, mais aussi les gens qui viennent des écoles moins favorisées, des lycées moins favorisés, avec les gens qui viennent des lycées plus élitistes. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et il y a qui protestent et ils sont en discussion, on verra ce que ça va donner. Et oui, c'est bien différent le système. En fait, c'est une chose que j'aime, le système éducatif français. J'aime comment il est structuré. Je pense que c'est plus complète que le nôtre. Hein. Comme tu avais dit, tes enfants apprennent beaucoup de choses déjà à l'école et après la fac, c'est plus accessible. Malgré les grandes écoles, mais l'université, elles sont plus accessibles à tous, presque en France, je pense. Oui, c'est accessible et c'est des bonnes universités. Donc au Brésil, nous avons des universités fédérales qui sont gratuites, 100% gratuites, qui n'existent pas en France. Mais l'accès, c'est beaucoup plus restrict. Hein, oui. Mais bon, j'aimerais savoir en fait comment ça marche, l'apprentissage du portugais dans ces écoles, dans ces grandes écoles. Quel est le but d'apprendre portugais? Chaque grande école a un but. L'école polytechnique, les élèves, ils veulent aller au Brésil. C'est toujours pour des stages ou pour travailler pour une certaine période. École polytechnique, l'intérêt, c'était les recherches, comme par exemple l'environnement, la mobilité. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai découvert ici que Curitiba, c'est un exemple de mobilité pour le monde entier. Ah bon? Oui, donc, et les élèves, ils s'intéressent pour ça. Donc, les polytechniciens, ils s'intéressent beaucoup pour ce type de choses.
À Sciences Po, ils s'intéressent beaucoup par la politique et c'est au minimum intrigante la politique au Brésil. Donc, ils sont intéressés. L'Amérique du Sud en général, de toute façon, le Brésil, il reste les géants. Donc, et HEC, c'est pour les commerces. Donc, chaque école a son intérêt particulier. Donc, les commerces aussi, ça ne va pas disparaître. Hein. Petrobras, ça va faire du commerce malgré tout ce qu'elle fait à côté, ça va continuer. Malgré, ils disent, nous sommes en crise, la crise, elle est... enfin, Non, ça pour va ces continuer toujours entreprises-là à être la n'existent pas, Petrobras. hein, Petrobras, Vale aussi. Oui, ce sont des entreprises qui vont être là pendant encore des années et ça suscite un intérêt aux élèves. Donc, c'est pour ça qu'ils ont intérêt. Mais je vais vous dire une chose, malheureusement, c'est en train de tomber cet intérêt. Déjà, il y a eu la crise il y a quelques années. Et puis, il y a 4-5 ans, là, quand ça a commencé la crise. Et puis, la politique ne plaît pas non plus aux étrangers en général, non pas seulement les Français. Donc, il y a eu beaucoup de diminutions, enfin, des fermetures des cours des Portugais en France. Et c'est vraiment dommage. Les grandes écoles, c'est plus comme avant pour les Portugais. Donc, c'est pour ça aussi que je commence à me débrouiller avec autre chose. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, enfin, si la chose ne change pas, ça va finir par exploser et ça va être compliqué. Ça fait quelques années que ça commence à être compliqué pour Polytechnique. Ça fait quelques années qu'il y a des difficultés pour former un groupe. Cette année, on a eu des difficultés pour HEC aussi, mais là, ça va un peu mieux. Ils ont réussi à former des groupes. Et Sciences Po, c'est celle qui a plus d'élèves parce que la politique, c'est la politique. Donc, mais il y a une crise du portugais en France en ce moment. Avant, il y a quelques années, les gens me disaient, ah, ça vaut le coup d'aller en France pour être professeur de portugais. Je disais, oui, ça vaut le coup. Et aujourd'hui, je dis, non, ça ne vaut pas le coup. Vous n'arriverez pas à vivre de cela, malheureusement. Oui, tout à fait. Ouais, on peut imaginer. Ouais, le Brésil, malheureusement, il attire l'attention pour le pire maintenant, n'est-ce pas? Bon, c'est l'horreur. Ouais. Mais en fait, pour profiter de ça, de cette dernière phrase que tu viens de dire, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut s'aventurer à déménager en France? Bon, c'est pas exactement pour apprendre le portugais, mais enfin, pour vivre en France. Pour vivre en France, il y a beaucoup de choses qu'il faut. Enfin, ça dépend. Comme je vous ai dit, ça dépend de comment cette personne vient. Donc, il y a beaucoup d'options. Et je dis toujours que la meilleure, c'est venir en tant qu'étudiant. Donc, si tu viens en tant qu'étudiant, c'est bien. Tu vas avoir un minimum de structure au moins pour pouvoir débuter. Et après, si tu veux rester, il faut faire beaucoup de choses, mais c'est déjà un bon début. En tant qu'étudiant, il faut au minimum parler français. Il faut parler au minimum de français. Tu peux faire des études en portugais, par exemple. J'ai déjà amené quelqu'un en France, il a fait des études en portugais pendant qu'il a appris les français. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile du tout. Il faut vraiment parler au minimum de français. Une autre chose, si tu ne viens pas comme étudiant, tu peux venir pour travailler, mais il faut avoir une nationalité européenne. Tu n'arriveras pas à avoir du boulot.
il y a un cercle ici que c'est très compliqué. Par exemple, pour avoir les visas, il faut que tu aies un endroit pour habiter, un salaire, enfin un minimum pour vivre. Pour avoir le salaire, il faut que tu aies le visa. Donc, c'est un peu compliqué. Ça a été compliqué aussi pour moi quand j'ai demandé ma nationalité. C'était assez certain parce que je suis professeur. Et pour les professeurs, il faut avoir un concours pour avoir un emploi fixe. Donc, pour la nationalité, il fallait que j'ai un emploi fixe. Pour avoir un emploi fixe, il fallait que j'ai la nationalité. Donc, j'ai demandé la nationalité quand même. Ils m'ont refusé. Et ils ont accepté pour tout le monde qu'on a fait un seul dossier. Donc, mes enfants et mon ex-mari ont eu la nationalité. Moi, je n'ai pas eu. Et j'ai dit, bon, je ne vais pas trop dire. Je vais juste dire ça. Et j'ai fait une lettre en disant, voilà, je suis dans un cercle vicieux. Et j'ai expliqué la situation. Donc, ma nationalité, elle est sortie et puis voilà. Donc, ils ont écouté, ils ont lu ta lettre et ils ont vu que ça ne faisait pas de sens. Oui, il n'y avait pas comment. Il fallait être bête pour ne pas comprendre un truc comme ça. Donc, et la loi française, parfois, elle est un petit peu... circulaire, on dit. Oui. Donc, voilà. Donc, ceux qui veulent venir, il faut penser à avoir quelques difficultés administratives. Quoique je pense que les étrangers qui vont au Brésil aussi, parce que je connais quelques-uns qui disent que ce n'est pas évident. Mes élèves qui partent et tout, en tant qu'étudiants, stagiaires, encore ça va, mais dès qu'ils essayent une autre chose, ça complique un petit peu la vie. Donc, ça. Une chose qui est très importante, c'est avoir une bonne situation psychologique. Si tu viens comme étudiant aussi, c'est important, mais ce n'est pas vital. Par exemple, si tu n'as pas besoin de trouver un boulot, de donner à manger à ta famille, ça c'est autre chose complètement. Il faut être bien psychologiquement. Moi, par exemple, je n'avais jamais eu de tendance à une dépression au Brésil. Et en arrivant en France, et ben voilà, on n'a pas de soleil, on a un ciel gris. Ça dépend où tu vas en France, bien évidemment. Mais quand même, quand c'est l'hiver, il fait froid et il y a la neige. Au début, je rêvais que j'étais dans une plage avec du soleil qui me brûlait beaucoup, le soleil très chaud qui arrive à brûler. Je rêvais de ça parce que ça me manquait, c'était horrible. Donc, il faut avoir un minimum de stabilité psychologique. Ouais. Et le paysage, ça modifie les humeurs, n'est-ce pas? Donc, il y a un impact. Il faut faire attention à la vitamine D. Donc, ici, les enfants, ils prennent, j'ai appris ça après que j'ai eu Alexandre, les enfants, ils prennent la vitamine D quand ils sont petits parce qu'il n'y a pas de soleil. Tous les enfants, les Français aussi. Et après, les adultes, les médecins m'ont dit l'autre jour, les adultes, il faut prendre aussi. En ce moment, on est en train de prendre. Et surtout avec la COVID, on a eu un grand problème des vitamines D, tout le monde, hein, et des adolescents qui rarement ont des problèmes comme ça, avaient un taux très bas. Donc, et ça déprime. Donc, il faut faire attention à la santé. Et il faut faire attention à la santé si on reste beaucoup de temps dans les pays, en retournant aussi parce que les virus ils sont beaucoup plus forts au Brésil et moins forts ici. Donc, les maladies là-bas sont plus fortes et puis on peut avoir une maladie un peu compliquée. Et la chose principale, si tu veux venir ou aller à n'importe quel pays étranger, il faut être prêt. Il ne faut pas attendre. Ah, si j'ai une opportunité, je vais étudier le français, je vais étudier l'anglais, je vais étudier, je ne sais pas, autre chose. S'il y a un cours
tu vas et tu fais. S'il y a un cours de langue, si tu as une opportunité, tu as là 1 heure par semaine que tu ne sais pas quoi faire, va faire un cours de langue, va faire un cours d'une spécialisation de n'importe quoi. Même si ce n'est pas une spécialisation dans les universités qui exige beaucoup. Mais c'est important d'être prêt. Si tu es prêt, dès qu'une opportunité arrive, tu la saisis. C'est très important parce que sinon, tu es là et tu rates cette opportunité et puis voilà. Ouais, voilà. Hein. Et il faut être ouvert pour s'adapter à la culture, pour s'adapter à tout. Hein. On va jamais perdre l'accent, c'est ce que j'ai dit, sauf si tu es trop jeune, mais on va jamais devenir français. Non, mais il a tout le charme de l'accent. Hein. Oui, mais... Ouais. Le charme, De là. l'accent brésilien, n'est-ce pas? Oui. Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est vrai que les gens, ils aiment, les Français, ils aiment l'accent brésilien et ils aiment les Brésiliens. Donc, on a déjà un point. Mais voilà. Donc, voilà. Mais on ne va jamais devenir français, mais on arrive à s'adapter si on veut. Si on ne veut pas, on n'arrivera jamais parce que je connais des gens qui ont vécu 10 ans en France et qui sont répartis au Brésil sans parler un mot de français. Juste bonjour et bonsoir. Wow. Et au revoir. Bizarre, Et je connais des gens qui n'arrivent pas à s'adapter à la culture. Tout est une question d'être ouvert et de vouloir vraiment. Quand on veut vraiment, on arrive. Hein? Quand on dit, ah non, c'est trop pour moi, j'arrive pas. Tout à fait. Tout le monde sait qu'au fond de soi-même, quand on a voulu conquérir les petits amis, la petite amie, on a réussi. Quand on a voulu, on cache des choses, on cache pour soi-même. Ah non, je suis incapable. Non, c'est pas comme ça. Si tu veux vraiment, tu t'ouvres et tu vas et tu arrives. Et l'important est être ouvert et être prêt. Ouais, et la préparation, c'est tous les jours. C'est pas attendre un moment. Ouais. Bon, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas faite, mais que tu veux répondre, que tu aimerais parler, un thème qu'on n'a pas touché et que tu aimerais parler? Non, une chose, c'est les différences culturelles. Il faut s'attendre qu'on a on va avoir beaucoup de chocs culturels. Les chocs culturels, c'est incroyable. Les petites différences qu'au Brésil, par exemple, on dit non, on va se marier, par exemple. Les petites différences, ça va, on va réussir. Parfois, on réussit, parfois pas. Mais quand tu as une relation avec un étranger, et je ne parle pas d'une relation amoureuse, c'est n'importe quelle relation, on a très souvent des chocs culturels très forts. Et là, il faut être préparé pour accepter ces différences et parce que c'est vraiment, il faut savoir vivre. Et j'ai dit cela, c'est pas que je sais, hein, il y a des choses que j'ai encore dit, mon Dieu, je veux pas, comment les Français peuvent faire ça? Et en même temps, quand j'arrive au Brésil aujourd'hui, j'ai regardé et dit, mon Dieu, comment est-ce que les Brésiliens peuvent faire ça? Donc, comme disaient déjà les poètes, une fois étranger, toujours étranger, même dans sa patrie. Donc, savoir que si tu es étranger une fois, tu vas être étranger pour toujours. Et cela peut être douloureux parce que tu vas avoir un côté de toi que tu ne vas plus te retrouver, même dans ton pays, même chez toi et à n'importe où. Donc, être attentif et être conscient que ça, tu vas perdre. Oui, ça me fait penser parce que tu viens de dire que c'est de cette expérience, n'est-ce pas? Donc, si on veut, on réussit, n'est-ce pas? À vivre, à apprendre la langue, à s'adapter, tout ça. Mais je pense qu'il y a ce côté-là culturel, il a un impact énorme, n'est-ce pas? Parce que si la personne, si c'est un choc qui touche
des aspects de la vie qui sont fondamentaux, par exemple, c'est difficile, non? Et je pense aussi que, par exemple, des personnes qui vont changer de pays pour survivre, n'est-ce pas? Parce que le pays il est en dictature, parce que bon, il y a de la faim, donc ils n'ont pas à manger ou un travail esclave, n'est-ce pas? Donc si elles changent de pays, donc elles changent parce qu'elles ne veulent pas changer, elles veulent continuer, mais la réalité, ça dure quand même, hein. Donc je pense que tous ces côtés-là culturel, de choc culturel et de contexte, n'est-ce pas, politique, ça change aussi complètement, hein, l'expérience. Oui, C'est pas, ouais, ça change beaucoup. Ça change beaucoup la motivation par laquelle tu es parti. Ouais. Donc, il faut se demander à soi-même pourquoi je vais partir. Oui, Et comment je vais vivre là-bas. Pourquoi, enfin, comment je vais vivre, mais pas seulement comment je vais vivre matériellement, physiquement. Comment je vais vivre mon intérieur. Personne ne sait ce qui va être l'avenir, c'est pas ça. Mais il faut avancer et se connaître soi-même pour savoir au fond de soi-même ce que tu veux, parce que sinon tu n'arriveras pas. Oui, tout à fait. On commence déjà à parler de la philosophie, n'est-ce pas, que c'est encore ta formation? Oui, je suis philosophe, c'est vrai que... Mais on aime, en fait, c'est un peu ce qu'on fait là dans le podcast, n'est-ce pas, Andrea? On fait ça tous les épisodes. Et je pense que c'est le côté le plus amusant, n'est-ce pas, pour tout le monde, pour nous et pour les personnes qui sont. Oui, parce que l'idée, c'est ça, écouter la vision du monde de chaque personne, chaque invité, voir comment nos invités voient le monde et tout. Hein. Donc, je pense qu'il faut philosopher un petit peu. Hein. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et alors, malheureusement, on commence à arriver à la fin. Et là, on a une dernière question pour te poser, que c'est qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Ça veut dire, qu'est-ce que tu nous indiques comme lecture, série, film, podcast, livre? Bon, qu'est-ce qui va avec le pain aujourd'hui? Moi, j'étais en train de penser à ça et je voulais dire beaucoup de choses, mais j'ai une Française écrivaine qui je ne peux pas m'en passer. Je milite beaucoup pour la cause des femmes. J'aime pas dire pour la cause féministe ou ceci ou cela, des termes comme ça, mais je milite beaucoup pour la cause des femmes. Et il y a une auteure qui s'appelle Michèle Perrault, qui, ça vaut le coup de lire. Elle a beaucoup de livres, c'est une historienne. C'est la première personne qui a écrit la première personne, non, la première femme qui a écrit sur l'histoire des femmes. Parce que sa pensée, c'est la suivante. Les femmes ont vécu toujours dans les silences. Donc, elle a un livre qui s'appelle Les femmes ou les silences de l'histoire. Oui, les femmes. Attendez, les femmes. Je vais prendre qui pour dire exactement. Les femmes ou les silences de l'histoire. Donc, les femmes ou les silences de l'histoire, parce que ce silence, ça veut dire qu'elle a été toujours racontée par des hommes. Donc, ce n'est pas vrai. Donc, ça a continué à être dans le silence. Toute l'histoire a été racontée par des hommes. Il n'y a pas eu de femmes. Les femmes, elles écrivaient des journaux. Donc, elle a aussi un autre livre qui s'appelle Histoire des chambres. Ça veut dire toutes les histoires que les femmes écrivaient dans leur chambre. Et c'est ça qui a fait l'histoire des femmes. Parce que personne ne sait beaucoup de choses, sauf les femmes qui étaient connues comme Cléopâtre, enfin d'autres.
Sinon, les femmes en général, personne ne savait. Pendant que les hommes, les gens, ils connaissaient, ils savaient comment ils vivaient. Ouais. Donc, c'est une approche très intéressante et je pense que ça vaut vraiment le coup de la lire. Hein. Ah, c'est bien. Je pense que j'ai déjà lu un livre de cet auteur. Elle a écrit Le mythe de la virilité. Je ne suis pas sais sûre. pas. Je ne connais sais pas pas. celui-là. Je vais vérifier, mais Je ne suis pas sûre. bon, j'étais intéressée au sujet de la virilité, afin de... Bon, on dit en français les masculinismes, je pense. Oui, il y a Masculinité, ça. je Oui. sais pas, enfin, Non, c'est mais pas elle, hein, j'ai cherché non, ici. c'est C'est qui? Olivia Gazale. Gazalé. Oui, non, Ah, pardon, alors je me suis oui. trompée. Mais c'est super, hein? Je n'ai pas encore lu. Je vais chercher ça. Je vais chercher Michel Perrault, alors. Oui, c'est très intéressant. Un échange de Enfin, femmes. je parle à tout le monde. Hein. Je ne parle pas qu'aux femmes. Je parle aux hommes, je parle à tout le monde. Il faut lire, il faut suivre ça parce que l'histoire des femmes, c'est aussi l'histoire des hommes. Donc, et vice-versa. Même si on a été caché pendant des années. Là, il faut arrêter, il faut vraiment. Donc, je voulais parler d'elle. J'ai bien aimé. Alors, on a fait un échange des auteurs. Hein? Oui, Femmes. oui. Bon, Roberta, malheureusement, on doit finir notre conversation là. Euh, Merci, je ne sais pas comment te remercier en fait. Tu fais beaucoup de choses, tu nous as donné beaucoup de temps parce que c'est pas seulement un enregistrement. Tu m'as répondu sur WhatsApp tout le temps, même avec ces problèmes de décalage horaire entre France, Brésil et tout. Depuis le début, tu as été trop disponible en fait, hein, toujours très attentif et tout ça. Vraiment, un grand merci. On te remercie beaucoup même pour ta disponibilité. C'est moi. Je suis contente, je suis hyper contente. J'adore faire ça. J'adore raconter mon expérience. J'adore aider les gens. J'ai déjà aidé beaucoup de gens à venir en France. Et à une époque, on m'a même demandé, une personne m'a écrit en disant, comme tu travailles en amenant les gens en France, j'ai dit non, je ne travaille pas avec ça. J'aide quand les gens ont besoin, quand les gens veulent, j'aide, mais non. Et donc, j'aime beaucoup. Et je pense que les gens, quand on partage des choses comme ça, les gens, ils s'ouvrent. Même s'ils ne sont pas partis du pays, ils s'ouvrent et ils voient une autre réalité, ils voient une autre chose. Et j'ai été hyper contente que Lucas a pensé à moi et que vous avez accepté, que vous m'avez invité. Et voilà. Donc, parfait. Bon, à ceux qui nous accompagnent jusqu'à ces moments-là, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez nous accompagner sur Instagram pour des contenus exclusifs, @bonfrançaispodcast. On va taguer Roberta là-bas. Vous pouvez la suivre aussi sur Instagram, accompagner son travail si vous voulez. D'ici, bientôt, elle va sortir son livre de poèmes. Hein? Oui, j'ai un projet d'un livre bilingue, peut-être. J'ai un projet d'un livre bilingue, mais pas pour cette année. L'année prochaine, peut-être. Fin d'année prochaine, je pense. C'est cool. Tout marche bien. On hâte de le lire. Hein? Oui, on a hâte là. Bon, voilà, merci beaucoup. À la prochaine à tout le monde. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.